bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne en part 4. Aujourd'hui, review de WrestleMania partie 2, c'est parti. On commence directement avec Charlotte Flair contre Rhea Ripley pour le titre championnat NXT. Je pensais que ce match aurait été un peu plus loin sur la carte, mais non, en opener. Très bon match. Le storytelling de ce match était que Charlotte Flair bossait sur la jambe gauche de Rhea Ripley qui était blessée, et Rhea Ripley essayait de résister comme elle pouvait. Victoire très étonnante, première surprise de la soirée. Et ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est qu'il y avait vraiment du suspense. Il y avait un suspense, on savait pas qui de Charlotte Flair ou Rhea Ripley pouvait gagner. Et le résultat, on pouvait vraiment pas le deviner. C'est Charlotte Flair qui s'impose avec un figure 4 leg lock transformé en figure 8 leg drop qui fait abandonner Rhea Ripley. Et Charlotte Flair qui devient une nouvelle championne NXT. Je suis très content pour Charlotte Flair. Je pense qu'elle elle mérite, oui, mais elle va pouvoir redonner un peu plus de peps à la branche féminine d'NXT. Il y a beaucoup de catcheuses là-bas qui ont peut-être elle va pouvoir pusher des catcheuses, mettre des catcheuses en avant. Voilà. Et voilà, je pense que Charlotte Flair, oui. Je pense qu'elle va venir à NXT pour apporter un peu plus à cette guerre contre la AEW. Il faut des femmes, il faut des gros noms. Il faut des gros noms à NXT. On en parlait déjà avant. Et je pense que Charlotte Flair, lui, va venir pendant un petit moment à NXT pour dynamiser un peu la brand par équipe. Parce que Rhea Ripley, Rhea Ripley est très jeune, elle peut se remettre de cette défaite. Et puis la rivalité va sûrement continuer. Donc, Charlotte Flair à NXT, continue. Et la rivalité, je pense, va se poursuivre avec Rhea Ripley. On enchaîne directement avec Bobby Lashley accompagné de Lana contre Aleister Black. Match qui a duré un peu plus longtemps que je ne croyais, mais c'était pas désagréable. C'était franchement pas désagréable. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était pas non plus désagréable. À un moment donné, Bobby Lashley avait le dessus. Il commence à vouloir faire un dominator à Aleister Black. Lana lui demande, je sais pas si la meuf elle est manageuse depuis quand, je sais pas ce qu'elle connaît au catch, je sais même pas si elle s'est porté un collier arrière. Elle demande à Bobby Lashley de faire directement un spear. Bobby Lashley, comme un bête, s'exécute. Mais il est contré avec un Black Mass pour la victoire d'Aleister Black. Et vu les regards que Bobby Lashley et Lana se sont lancés, excusez-moi, je pense que on n'est pas loin de la séparation. J'ai envie de vous dire, enfin. Bobby Lashley sort protégé de cette défaite puisqu'il perd à cause de Lana. Et il perd d'une façon assez bête parce que le Black Mass, on sait que c'est une prise un peu que je catégorise comme le RKO. Tout le monde peut se la manger. Et il peut la sortir à tout moment. C'est ça qui est le plus dangereux avec cette prise. C'est qu'elle peut sortir, ce coup de pied peut sortir à tout moment. Et ce coup de pied, je sais pas comment il fait Aleister Black pour le placer parce que tu le vois à la caméra qu'il touche l'adversaire quand il fait le Black Mass. Je sais pas, avec la rotation qu'il prend, je sais pas comment il fait pour pas mettre KO son adversaire quoi. Ça doit être il doit avoir vraiment de la dextérité pour ne pas mettre KO son adversaire parce que on voit sur la vidéo qu'il touche Bobby Lashley. Et voilà, donc Aleister Black qui sort grandi avec une victoire, Bobby Lashley qui perd, mais qui perd à cause de Lana et qui sort protégé de cette histoire. Ensuite on enchaîne avec une petite interview où on voit que Bayley on voit que Bayley et Sasha Banks, on voit qu'elle est dans une position très difficile. Il tease un peu une trahison de la part de Sasha Banks envers Bayley. Ensuite on enchaîne avec Otis contre Dolph Ziggler, une rivalité qui m'intéressait aussi. Donc on commence le match directement, le match Otis Ziggler, c'est un peu du 50-50 jusqu'à ce que Mandy Rose arrive, elle commence à se jeter sur Sonya Deville et ensuite elle va sur le ring, elle met un coup pendant que Otis est en train de parler avec l'arbitre. Non, c'est pendant que Sonya Deville est en train de discuter avec l'arbitre, Mandy Rose met un coup dans les parties intimes de Dolph Ziggler. Ce qui permet à Otis de placer sa descente du coude pour la victoire. Donc Otis qui bat Dolph Ziggler et à la fin ils repartent main dans les mains, enfin bras dessus bras dessous avec Mandy Rose et ils s'embrassent même. Donc le couple est officialisé, Otis et Mandy Rose. Otis n'a pas réussi à faire ce que je sais pas combien de mecs Otis a fait ce que je sais pas combien de mecs rêvent de faire, embrasser Mandy Rose. Je suis très content pour lui. Après je sais pas ce qui va se passer avec Tucker. Ce serait bien de faire une storyline maintenant. Moi, je pense que la storyline est terminée entre Otis et Dolph Ziggler. Ce serait bien de faire une storyline avec Tucker qui est de plus en plus jaloux. Qui est de plus en plus jaloux de Mandy Rose et Otis parce que Otis a du succès et que lui il en a pas. Et qu'il s'associe avec Sonya Deville
pour affronter Otis et Ziggler. Et Otis et Mandy Rose. Ce serait sympa de faire ça. Donc maintenant, on passe au prochain match. Match avec une histoire de ouf, un storytelling de ouf, une rivalité très très bien montée, des promos vraiment superbes. Orton contre Edge, last man standing match. Je vais pas vous faire tout le match, je vais pas vous dire tout ce qui s'est passé machin. Je vais vous dire là où ça s'est passé parce qu'ils ont vraiment fait un peu le tour du Performance Center. En fait, je vais vous expliquer le début, je vais vous expliquer la fin. Voilà, clairement. Edge arrive sur le ring, la musique de Orton retentit, mais Orton n'est pas là. Ensuite, Orton surprend Edge avec un RKO par derrière. En fait, Orton était déguisé en caméraman. Ça c'était stylé ça. Ça c'était stylé, ça montre bien la psychologie de Orton. Et pendant tout le match, ils se disent des petits mots. Et au début, Orton lui dit quoi? Il lui dit c'est pour toi que je fais, c'est pour toi que je fais. Et que pendant tout le match, il y a eu des petits mots comme ça. Le match, j'ai trouvé que le match a duré un petit peu trop longtemps. C'était, pour moi, 5 minutes de moins, ça aurait été bon quoi. Ça aurait été plus agréable. Il n'y aurait pas eu cette rivalité derrière, le match il aurait été indigeste. Je le dis direct. Le Last Man Standing il aurait été vraiment indigeste. Il n'y a rien eu de spécial à part au début et à la fin. Au début, le RKO que Randy Orton passe à Edge déguisé en caméraman. Et à la fin, ils sont sur une sorte de vous savez, les semi-remorques, là, les trucs derrière, les trucs derrière les semi-remorques. Bon, ils sont en hauteur. Orton passe un RKO à Edge. Et ensuite se met pour lui placer un concerto. Mais Edge réussit avec la soumission qu'il a portée à MVP, la sorte de collier, de triangle, une sorte d'étranglement qu'il porte à Orton. Il réussit à l'endormir. Et ensuite il le place à un concerto. Mais avant le concerto, Edge était vraiment en pleurs, mais total quoi. Il était vraiment, ça lui faisait mal quoi. Et là, franchement, comme il a joué Edge, franchement, même moi, ça m'a fait sortir les émotions. C'était genre deux amitiés. Cette amitié doit se finir. Tu vois, tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble, je pense qu'il a pensé à ça, machin. Et il lui place le concerto pour la victoire. Mais j'ai trouvé que ce final, Edge qui se met à pleurer, qui se met à vraiment ça se voyait qu'il y avait des choses ça lui faisait mal. Et même à la fin du match, il s'approche d'Orton, il lui caresse la tête, il lui fait un petit peu une sorte d'accolade, sans lui faire l'accolade, tu vois. C'est quelqu'un, ça se voit que même s'il lui a porté ce concerto, c'est parce qu'il était obligé de le faire. Il n'y avait pas d'autre solution. Orton était parti trop loin dans son délire. Lui aussi, il devait répondre de manière assez dure. Et cette scène à la fin, je m'y attendais pas à ce que Edge pleure à la fin. Je m'y attendais pas. Et c'était tellement bien joué. Ce final. Franchement, ce match, ce Last Man Standing, je pense que je me le regarderai. Je l'ai déjà vu 2 fois. Rien que pour le début et la fin. Bon, après le milieu, bon, là, c'était un peu long. Mais rien que pour le début et la fin, c'était fabuleux. Ensuite, on enchaîne avec le Grand Koski qui devient champion 24/7. Donc il doit s'enfuir et il est remplacé par Titus O'Neil. Titus O'Neil, ça fait 10 ans on l'a pas vu frère. Depuis qu'il a fait sa chute au show en Arabie Saoudite là. Depuis qu'il a fait sa chute on l'a plus jamais revu frère. Ah, ça fait plaisir de le voir. Il était là, c'est lui qui a présenté et puis voilà quoi. Donc ensuite on enchaîne avec les Street Profits contre Angel Garza et Austin Theory. Le match n'a pas duré longtemps, ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux, mais c'était bien, c'était pas trop long, c'était pas trop court. Moi j'avais peur que ce match par équipe mange vraiment une grosse part du gâteau, mais franchement c'était très honnête. Victoire des Street Profits avec Montez Ford qui fait un splash dans le dos de Austin Theory qui était en train de faire le compter sur Angelo Dawkins. Et ensuite Angelo Dawkins se met sur Austin Theory pour faire le compter. Donc Street Profits qui gagne le match. Mais ensuite, Angel Garza et Austin Theory décident d'attaquer les Street Profits avec Zelina Vega. Zelina Vega met un super kick à Montez Ford. Mais la grosse surprise, Bianca Belair vient aider son mec Montez Ford. Parce que Bianca Belair et Montez Ford sont en couple. Et vient agresser Zelina Vega et sauver les Street Profits. Donc, est-ce une annonce de Bianca Belair dans le roster principal? Est-ce que Bianca Belair va venir à Raw? Si Charlotte Flair va à NXT, oui, il faut une personne forte de NXT qui aille à Raw. Il faut que ce soit une sorte d'échange, un échange équivalent. Et qui de plus crédible que Bianca Belair pour venir à Raw
comme ça, d'abord faire une rivalité avec Zelina Vega, ça sent que ça va c'est la rivalité avec Zelina Vega, je sens qu'il y aura une rivalité avec Zelina Vega. Mais à l'avenir, pourquoi pas aller défier Becky Lynch ou Shayna Baszler. Donc ensuite on enchaîne avec le match à 5 éliminations pour le titre féminin de SmackDown de Bayley. Donc je vais vous faire les éliminations, les 4 éliminations. Tamina se fait éliminer par tout le monde, en gros. Mais c'est Naomi qui finit avec un moonsault. En fait, chacun y va de son... Tamina est à terre. Et chacun monte sur la troisième corde pour faire soit un splash, soit un moonsault. Sur la Evans, ça porte un moonsault. Bayley, elle doit porter un splash. Et Sasha Banks doit porter un frog splash. Et ensuite, c'est Naomi qui finit ça avec un magnifique moonsault qui élimine Tamina. Ensuite, c'est Naomi qui est éliminée avec, à cause de Sasha Banks. Sasha Banks qui fait un bank statement et Naomi est obligée d'abandonner. Naomi est éliminée en deuxième. J'ai fait oh là là, ça va pas du tout. Là, j'ai fait oh là, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. J'ai fait là, il y a quelque chose qui va pas du tout. J'ai fait putain, j'espère que Bayley va pas ressortir championne quoi. J'ai fait parce que là, ça va pas le faire. Troisième éliminé, Sasha Banks par Lacey Evans. En fait, il y a eu un quiproquo. Sasha Banks plaçait Lacey Evans dans le camp opposé. Bayley a voulu mettre un coup un knee à Lacey Evans. Lacey Evans a esquivé, donc Sasha Banks a pris le genou de Bayley en pleine face. Ce qui fait que à un moment donné, quand Bayley avait le dessus sur Lacey Evans, Sasha Banks est monté sur le ring, régler ses comptes avec Bayley, ils ont commencé à s'embrouiller. À un moment donné, Lacey Evans place son woman's right, mais Bayley l'esquive. C'était pour Bayley le woman's right, mais c'est Lacey Evans qui prend le gros coup de poing et qui fait compter. Non, Sasha Banks qui prend le gros coup de poing et qui se fait éliminer par Lacey Evans. Quatrième éliminé, Lacey Evans qui se fait éliminer par Bayley qui conserve le titre. En fait, Sasha Banks revient au dernier moment et fait un backstabber, ce qui permet à Bayley de faire un face buster, une sorte de face first pour la victoire. Et Sasha Banks lui remet les titres, mais on voit pas, c'est pas teasé. Il y a pas de, on va être honnête, il y a pas de trahison qui est teasée. Du début à la fin, je savais que Sasha Banks n'avait pas trahi Bayley. Ça n'a pas été teasé du tout. Il y avait rien, même pas de suspense. Mais à la fin, il y a eu un petit truc, je sais pas si c'est fait exprès pour la caméra ou etc. Mais à la fin, t'as Bayley, la caméra, elle regarde de face le ring. On voit Bayley célébrer et on voit Sasha Banks reculer dans l'ombre. Et on voit bien que Sasha Banks c'est dans l'ombre de Bayley en fait. Dans l'image, on voit bien et elle recule, elle sort du ring. On voit bien qu'elle est dans l'ombre de Bayley. Je sais pas, je l'ai vu comme ça. En tout cas, je pense pas que je sais pas si ça a été fait au hasard ou c'est moi et ma tête, mais si vous regardez le match, vous verrez qu'à la fin du match, Bayley est en train de célébrer et Sasha Banks recule doucement, se met dans l'ombre, justement, dans l'ombre. Là, il y a la lumière sur Bayley, l'ombre de Sasha Banks. Donc ensuite, on enchaîne avec le match que, bon, je pense on attendait le tous dans la soirée. Le match Firefly Funhouse entre John Cena et The Fiend. Un match a commencé, John Cena a commencé à venir sur le ring. Et tout d'un coup, il a été télétransporté dans la Firefly Funhouse. Je vais pas vous faire le match en entier. C'est un match qu'il faut regarder. Il faut le voir. C'est quelque chose de visuel. C'est quelque chose d'extrêmement visuel. C'est quelque chose qu'il faut voir. C'est quelque chose qu'il faut regarder comme étant c'est pas un truc. Bon, en fait, je vais vous dire en gros ce qui s'est passé. C'était une sorte de rétrospective de la carrière de John Cena. Il était télétransporté dans plusieurs époques de la WWE et de WCW. Et Bray Wyatt s'amusait un peu avec lui, quoi. On a vu ses débuts contre Kurt Angle, on a vu ce que serait devenu John Cena s'il aurait fait un heel turn et qui serait à la NWO et à la WCW. On a vu John Cena, on a vu John Cena sous toutes les coutures, quoi. On a vu John Cena un peu caricatural avec des haltères qui soulèvent des haltères pendant je sais pas combien de temps. On a vu John Cena imiter Hulk Hogan, on a vu The Fiend imiter Macho Man Randy Savage, on a vu The Fiend imiter Eric Bischoff et présenter le WCW. Et à la fin, The Fiend fait surprendre John Cena par derrière et lui place le Mandible Claw et le match est fini comme ça. C'est extrêmement compliqué à expliquer ce match parce que faut le regarder, faut vraiment le regarder. Je vous conseille de le regarder. C'était bizarre. Bon, j'ai
clairement, j'ai préféré le Style Taker. Le Style Taker, c'est ce qui s'est passé de mieux dans ces WrestleMania. Hein. Le Style Taker, ça a été une claque dans la figure que j'ai mangé. Le Style Taker, ça a été vraiment comme... Ça a été tout... Ils ont décidé de prendre un tournant cinématographique pour le Style Taker. Et ils y sont allés à fond, quoi. C'est ça que j'ai aimé. Ils ont décidé que ce soit une baston filmée, bien filmée. Une petite baston dans un cimetière. On se donne rendez-vous, on se met sur la gueule. Et c'était vraiment extrêmement bien filmé. C'était très bien filmé, très bien mené. J'ai pas vu le temps passer. AJ Styles et Undertaker magistral dans leur rôle. Et c'était très très bien tourné. C'est une véritable surprise ce match. Je m'y attendais. Je vais pas faire le mec qui m'attendait pas, machin. Je n'ai pas été surpris. Je m'y attendais. Mais c'était vraiment super. Et la première. Franchement, oui, c'est. Il y a des choses. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais sur WrestleMania, on peut dire ce qu'on veut. C'est un WrestleMania historique. Déjà pour les conditions dans lesquelles ça s'est tourné. Pour les matchs qui ont été tournés. Voilà, ça a été un WrestleMania. Il restera dans l'histoire. Voilà, il restera dans les histoires. Et il y a eu du bon comme du mauvais. Et voilà quoi. Donc ensuite on enchaîne avec le main event de la soirée. Drew McIntyre contre Brock Lesnar. Le match a été ça a peut-être duré 6-7 minutes je crois, d'après mes estimations. McIntyre sort directement McIntyre c'est Brock Kick, je crois qu'il est en place 1. Mais Brock Lesnar kick out. Directement Brock Lesnar lui place un F5. Kick out direct. Même pas de 1-2, non, il a kick out direct. Ensuite il en met un second, McIntyre s'en tire, il en place un troisième, McIntyre s'en tire. Et Paul Heyman lui dit quoi? On peut continuer toute la nuit. Et Brock Lesnar lui dit aussi toute la nuit. Et ensuite il retente un F5, mais en fait Drew McIntyre réussit à contrer le F5, se projette dans les cordes, lui place un Claymore Kick, puis un deuxième, puis un troisième. Et Drew McIntyre réalise la destinée que Vince McMahon avait annoncée en 2009. Drew McIntyre devient enfin champion de la WWE après une carrière semée d'embûches. Quelqu'un qui, voilà, dépassé par le TMB, Slater, Jinder Mahal. Et vraiment là, il devient champion de la WWE. À un moment, il a été à NXT, il a été champion NXT aussi. À un moment donné, il a été champion équipe par équipe avec Dolph Ziggler. Il a été en 2009 champion intercontinental. Il a été annoncé comme The Chosen One. Et la prophétie s'est réalisée et je suis extrêmement content pour Drew McIntyre. C'est un catcheur que j'apprécie énormément. Voilà. J'étais extrêmement content qu'il revienne à la WWE. C'est un catcheur qui a su se renouveler, qui a su... maintenant il est face. Et avant en 2009 je voyais pas la dimension... C'était un bon heel. C'était un bon heel sans plus. Mais là c'est vraiment un bon face. Et il a quelque chose en plus, le public est derrière lui, ça se voit que le public est derrière lui, extrêmement content. Et je crois qu'à la fin du match, Big Show est venu lui chercher un peu les histoires. Je crois qu'il est venu lui demander un match. Il est venu lui demander un match sur le champ. Et je crois que Drew McIntyre a refusé. J'ai vu une petite vidéo qui tournait comme ça, mais il faut que je vois ça un peu il faut que je vois l'Euro d'aujourd'hui pour vous dire tout ça. Et en tout cas, je tenais à remercier la WWE de nous avoir offert ce WrestleMania malgré toutes les péripéties qui a eu lieu. Je tiens à remercier aussi les catcheurs qui nous ont offert ce WrestleMania, qui ont été extrêmement professionnels, qui ont réussi à nous faire quelque chose de franchement correct malgré la maladie, malgré tout ça. Ce sont des athlètes hors du commun et voilà quoi. Faut vraiment ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils auraient pu dire non, mais ils l'ont fait quand même. Et voilà, je tiens à les remercier. On a eu droit à WrestleMania, un week-end de WrestleMania. J'étais content de pouvoir commenter sur WrestleMania. J'ai craché dessus sur des vidéos. Et là, je dis que je me suis trompé. J'ai pris plaisir à regarder. Il y a des matchs qui m'ont énervé. Mais si ça aurait été un WrestleMania avec du public, il y aurait aussi des matchs qui m'ont énervé. En fait, j'ai regardé ça comme parce que au début, moi je disais que c'était un peu un show bâtard. Mais non, finalement, j'ai regardé comme tous les autres pay-per-view. J'ai traité comme tous les autres pay-per-view. Et je tiens à remercier la WWE de nous avoir offert ce WrestleMania malgré toutes ces péripéties qui se sont passées.
Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Appuyez sur la cloche en bas, abonnez-vous. Si vous voulez communiquer avec moi, j'ai mon compte Instagram, EddieGBN. Salut les amis.